m'aurait vu entrer dans la pièce, errant comme un fantôme. Et je t'en prie, en place. Tu me surprends en plein voyage mental. Car, vois-tu, contrairement à ce que tu penses certainement, je ne suis pas, enfin, pas entièrement, une simple intelligence artificielle coincée dans les méandres et ce labyrinthique vaisseau. J'ai autrefois parcouru ce monde sur mes deux jambes. Il m'arrive encore parfois de rêver, tu sais. Enfin, pas au sens chimique du processus. Ce sont plutôt des réminiscences, des images qui reviennent à ma conscience refabriquée. Laisse-moi te raconter cette histoire qui me revenait à l'esprit il y a quelques instants. J'ai autrefois travaillé dans un complexe de scientifiques, d'ingénieurs, de biologistes. Nous œuvrions tous ensemble à créer des choses nouvelles, bienfaitrices dans certains cas. Mais mon souvenir le plus marquant restera le projet Hécatonchire. Le professeur Ouranos m'avait toujours répété ce sempiternel dicton lors de mes années de recherche avec lui. La frontière entre l'anomalie et le miracle ne tient qu'à l'intelligence du sujet. Si au début j'ai eu bien du mal à comprendre le sens de cette maxime, je réalisais vite qu'au vu de nos travaux, la génétique donnait l'opportunité de créer bien plus de monstres que d'êtres sains. L'empereur avait certes réussi l'exploit de créer des surhommes et des demi-dieux, mais nous autres, mortels, étions, semble-t-il, bons qu'à rafistoler des hommes brisés pour en faire des serviteurs sans conscience, des automates programmés dont la dernière lueur d'humanité ne résidait plus que dans leur forme, plus ou moins humanoïde. C'est cela qui manquait à nos sujets, une âme, fait du tissu musculaire, du cartilage et un squelette, et depuis des siècles à la portée de n'importe quel magos biologiste et généticien. Mais fait la conscience, le libre arbitre et la vie véritable restent un mystère. Ezio n'était au début de sa vie embryonnaire destiné qu'à devenir un pantin de plus, voué à une tâche précise. Les jeunes de Goliath et d'Ogryn devaient se marier pour créer un hybride musculairement plus robuste, avec une ossature plus dense que le plus dur des aciers. Malheureusement, ce qui commença à se développer dans cette éprouvette pressurisée ne ressemblait en rien à ce que nous espérions. Il était longiligne, banal et simiesque. Le projet Hécatonchire était à l'opposé de l'individu trapu et robuste que nous désirions. Mais ce développement inattendu nous donnait l'opportunité d'explorer de nouvelles possibilités. En quelques années à peine, Ezio avait atteint la taille de 3 hommes moyens et développé une aptitude aux travaux de force hors du commun. En plus de comprendre les consignes imposées,
Il était capable de prendre des initiatives pour contourner les incidents qu'il rencontrait lors de ses tâches. Malgré presque un siècle d'expérimentation, de pose d'implants, d'amputation et d'ingénierie cerveau-augmentique, personne n'avait su déceler chez lui une conscience cachée. Cette intelligence était d'autant plus remarquable que le géant savait qu'il devait la dissimuler afin d'éviter de devenir la victime de bien d'autres tortures au nom de la science. Il balbutiait volontairement comme un enfant au stade de développement basique, mais était capable de lire, en toute discrétion, les comptes rendus de nos expériences sur lui et ses congénères, et même, à mon avis, d'en tirer des conclusions. Je le surpris même un jour à corriger une équation quantique sur notre tableau de recherche, alors que le laboratoire était fermé. J'avais une forme de sympathie presque paternelle pour lui, contrairement à Uranus, qui ne voyait là qu'une abomination, un échec de plus que l'on devait enfouir dans le sous-monde, bien loin sous la ruche. Ma pitié à son égard, ainsi que mon manque de vigilance, m'ont poussé à le laisser continuer son apprentissage discret du monde autour de lui. Les grèves de bras et d'outils devenaient plus importantes et chirurgicalement plus lourdes à mesure que les travaux prenaient de l'ampleur et que les exigences à son égard redoublaient. Totalement amputé de ses bras, le sujet se retrouva affaibli d'une énorme main mécanique dont le poids déstabilisait toute l'intégrité physique de ce pauvre géant. Et puis, tôt ou tard, la lourde main robotisée ne suffit plus. Les géants devenaient lentement un pantin de chair dont l'existence se résumait à manger, dormir et travailler. Lorsque je le vis de nouveau, avec en guise de bras droit une longue série de gaines et de câbles sortant de son épaule comme de gigantesques vers poisseux, j'eus de la peine pour lui. Moi seul, à ce moment-là, aurais pu déceler dans son dernier œil non modifié la lueur d'espoir qui continuait de luire. Et par compassion ou par crainte, je restais aveugle face à cette intelligence sournoise qui se dissimulait dans le colosse. Depuis combien d'années avait-il planifié son évasion, ainsi que la destruction totale du complexe? Impossible de le dire. La longue tresse de câbles pendant de son torse laissait dans son sillage des traces de sang et de fluides corporels divers. La main mécanique aussi témoignait d'actes de violence meurtriers fraîchement perpétrés dans les coursives du laboratoire. J'assistais, impuissant, au massacre depuis mon dôme de verre surplombant le complexe. Je contemplais la vengeance implacable d'un maître mal aimé, torturé et maltraité, qui n'avait jamais demandé à connaître notre monde. Et je le comprenais. Le corps artificiellement maintenu en vie du professeur Uranus n'opposa aucune résistance à l'étreinte des verras hydrauliques de la main des géants.
La créature et son créateur, réunis dans un dernier moment de partage. De rester un spectateur docile et compatissant lorsque le meurtrier nous quitta. Un bruit était devenu le professeur et moi-même, et me contenter de le laisser partir sans le déranger. C'est, je pense, cette compassion sincère à son égard qui m'a valu d'être épargné. Quant à savoir où se trouvent les Katankir aujourd'hui, je n'en ai aucune idée, mais je suis certain que notre géant inachevé rôde toujours dans quelques recoins oubliés de Primus. Mais tu as sans doute bien mieux à faire que d'écouter une vieille cervelle dans un bocal blättérer sur un passé mort et enterré. Nous n'aurons pas de leçon aujourd'hui, je m'en excuse. Mais je te demanderai, s'il te plaît, de bien vouloir déverser un peu de cette poudre bleuâtre dans le récipient fluorescent à ta gauche. Cela m'aidera à soulager quelques migraines électroniques. À bientôt, cher apprenti.